Du coup, je prends un peu d'avance, c'est parti. Alors moi, je suis Nathalie Côté. Depuis le début de mes études, je fais de la psychologie cognitive, des sciences cognitives, de l'ergonomie cognitive. J'ai fini ergonome dans le domaine du numérique. Et depuis peu, on ne dit plus ergonome, on dit UX designer. Alors, je suis UX designer. Et je suis là aujourd'hui parce que dans mes deux plus récentes expériences, 10 ans dans une ESN et 9 ans chez un éditeur logiciel bien connu du coin, j'ai trouvé que exercer mon métier, c'était quand même un combat à de rares périodes de rémission près. Il faut toujours prouver pourquoi il faut faire avec le UX designer. Ça vient de plein de facteurs, mais il faut vraiment ramer, courir après les gens, essayer, réessayer, former, sensibiliser, bref. Et c'est jamais acquis. Dès qu'il y a un petit changement, une nouvelle organisation, quelqu'un de nouveau qui rentre, allez, c'est reparti, formation, organisation, méthodo, nanana. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était fatigant et surtout, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, je suis dorénavant indépendante dans mon domaine. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est discuter avec des développeurs pour essayer de comprendre, eux, où ils en étaient avec le UX design, etc. Et après, je me suis dit, mais attends, je vais faire un truc plus grand encore. Je vais faire un livre blanc sur la maturité du UX design dans les entreprises du bassin grenoblois. Bim. Donc là, je suis en train, j'ai échantillonné les entreprises, les gens que je vais interviewer et tout ça, méfiez-vous, je prends les noms. Et du coup, je commence à comprendre un peu les facteurs qui font qu'une entreprise est plus ou moins mature dans son niveau de UX design, d'intégration du UX design dans la conception de solutions numériques, que ce soit pour les employés ou pour des clients. Et donc, un des facteurs qui est favorisant, c'est le déclic. C'est-à-dire qu'en discutant avec des développeurs, ils me disent, bah, il y a un moment donné où, en travaillant avec un UX designer pour la première fois, ou en voyant un talk fait par un expert, ou en voyant des données d'usage de certaines choses qui ont été créées sans UX design, j'ai eu un déclic. Et depuis que j'ai eu ce déclic, je ne peux plus faire comme avant. Enfin, c'est plus possible. Donc, me voilà devant vous aujourd'hui pour peut-être profiter du fait que vous avez déjà eu le déclic, ou peut-être pour vous procurer un déclic avec un talk d'expert et des données d'utilisation qui sont comment j'ai soumis mon talk à Human Talk. Donc, c'est parti pour le talk de l'expert. Je vais essayer d'être très rapide. Donc, on est d'accord, quand on fait une nouvelle solution numérique, c'est quand même pour changer la vie d'un utilisateur, quel qu'il soit. Peut-être pas quand on veut vraiment du back-back, mais dès qu'on commence à parler un peu d'interface, on va impacter la vie de l'utilisateur, quel qu'il soit. Et donc, pour le faire, il faut connaître l'utilisateur. Il faut aller le chercher dans son environnement où il travaille, où il interagit avec votre solution. Il faut voir quel est son contexte numérique, son contexte organisationnel, son contexte de tous les jours, quels sont ses objectifs, comment est-ce qu'il décompose sa tâche, quelles sont les activités qu'il fait dans la vraie vie, et pas juste ce qu'il vous en raconte, parce que demander à un utilisateur ce dont il a besoin, on passe par tout un tas de biais cognitifs qui sont finalement pas bons pour sa vraie activité de tous les jours. Donc, il faut connaître l'utilisateur et parfois les utilisateurs et différentes personas, etc. Ça peut virer vite complexe. Et on se rend compte que dans les facteurs qui sont défavorisants, parmi d'autres, il y a le fait qu'une équipe Scrum souvent fonctionne avec le product owner qui pense qu'il va faire les bonnes maquettes parce qu'il a compris le besoin et hop, il transmet aux développeurs, ou les développeurs qui ont eu, c'est pas péjoratif, un semestre de cours en IHM et qui vont dire, moi c'est bon, je suis assez sensible à ça, je fais des trucs pas trop mal, et tu l'as testé? Non, non, parce que je pense que je fais des trucs pas trop mal, quoi. Et en fait, on se rend compte qu'en plus avec l'agilité où on fait des démos et pas des tests utilisateurs, on se coupe de l'utilisateur vrai qui utilise vraiment et qui vous fait des remontées de comment ce que vous avez fait est finalement partiellement décalé avec la façon dont il va vraiment l'utiliser à la fin. Et donc ça c'est un petit peu compliqué. Et on arrive même, de mon expérience, mais pas que, avec les gens que j'interviewe là au quotidien, à des situations où on trouve que les PO ou les développeurs ont parfois un syndrome qu'on appelle le syndrome de Dunning-Kruger. Oh, je suis malade. Je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome-là. Il a souvent été mal interprété. Là, je vous donne la source de la source en 99. On donne une tâche à faire avec une certaine expertise. Et les gens qui sont finalement le moins experts à faire cette tâche, on le voit ici sur le taux de réussite à la tâche, pensent que finalement, ils peuvent la faire vraiment pas trop mal. Alors que les experts de la tâche qui performent bien à cette tâche, puisque c'est dans leur domaine d'expertise, pensent qu'ils peuvent la faire un peu moins bien que ce qu'ils la font vraiment. Je ne dis pas que ce taux-là va dépasser celui-là. On ne dit pas que les pas experts pensent être plus forts que les experts, mais pas très loin finalement. Et ça s'est reproduit d'expérience en expérience. On a cet effet de « j'y connais pas trop, mais je pense que finalement j'y arrive bien ».
Et c'est vraiment un truc entre UX designers, hein, on se le dit, on a l'impression que des gens qui ne sont pas UX designers pensent faire votre métier suffisamment bien, finalement, sans le tester, sans se confronter vraiment à la réalité de leur usage. Et ça, c'est un autre biais, ça s'appelle le biais de l'auto-complaisance, où on se dit que finalement, puisque c'est moi qui le fais, il n'y a pas de raison que ce soit pourri. Mais rassurez-vous, quand le UX designer fait partie de l'équipe de conception, il devient aussi mauvais que les autres parce qu'il a perdu cette objectivité puisqu'il est devenu partie de la personne qui pense qu'ils font suffisamment bien. Donc, il faut sans cesse remettre en question ce qu'on est en train de faire avec les utilisateurs. Donc, si on parle de l'user experience en général, on se rend compte que finalement, il y a un paquet de compétences qui sont mises au service de cette user experience entre le métier, donc le PO, la technologie, bien évidemment, le marketing, le design plutôt graphique, mais aussi d'expérience, et puis people, les gens qui vont au final utiliser tout ça. Et aucune personne ne peut remplacer l'autre dans ses compétences, sinon ça ne fonctionne plus. On ne peut pas cumuler des rôles. Donc, il y a les utilisateurs qu'on ne peut pas remplacer. On ne peut pas vraiment se mettre à la place des utilisateurs, même si on a le même cerveau pour résoudre des problèmes. On n'est pas dans les mêmes situations du tout. On ne peut pas remplacer le PO. Parfois, le PO a peur de se faire remplacer par l'UX designer, mais c'est des métiers, des circonstances, des choses auxquelles on doit être sensible qui sont vraiment différentes. Idem marketing, design graphique. Le UX designer ne sait pas, en général, faire du design graphique et sinon, il se marche sur les pieds. Donc, il y a une compétence qui est là et surtout, il ne fait pas tout seul. Aucune de ces compétences-là, des expertises-là ne devrait travailler tout seul, hein, utilisateur y compris. Donc, qu'est-ce que c'est que l'expérience utilisateur si on schématise grossièrement? C'est le temps de réalisation de la tâche que vous voyez en abscisse et le ressenti que vous voyez en ordonnée. Ça peut être vraiment basique, mais l'utilisateur va faire des actions tout le long de la réalisation de sa tâche. Il réalise la tâche pour atteindre un but. Il faut bien se mettre ça dans la tête, en ergonomie cognitive. J'arrive sur une interface, je veux faire un truc. Je vais trouver une info, faire un truc. Donc ça, c'est mon but. Et je vais réaliser cette tâche en faisant des actions, petit à petit. La bonne expérience utilisateur, c'est que ça fluctue, mais j'accumule de l'expérience positive et au final, mon ressenti, il est vraiment pas mal. Je sens que ça a été fait pour moi, j'ai collaboré avec cet outil, finalement, c'est top, j'y suis arrivée. Et puis, il y a la mauvaise expérience utilisateur. Et là, ce n'est pas comme le bon et le mauvais chasseur. Il y a vraiment une grosse différence quand même. C'est qu'au fur et à mesure de mes actions, finalement, c'est de pire en pire. Il y a des choses où parfois je me dis « Ah non, c'est bon, on va y arriver. » Et puis, le truc final, ça s'appelle une impasse. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée à faire mon but, enfin à atteindre mon but. Je suis en plan et j'abandonne. C'est bon, quoi. Vous m'avez tellement délaissé dans votre conception que je ne m'y retrouve pas du tout. Les méthodes en UX design, ça peut être bien sûr, c'est ce qu'on voudrait tellement faire aider dans la création d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouvel outil, etc. Mais souvent, on est appelé en mode amélioration de l'existant pour plusieurs raisons. La plus évidente étant, on s'est pris un mur. Et on se dit, peut-être que c'était à cause de notre expérience utilisateur. Et donc, la première tâche basique qu'on fait quand on intervient dans une amélioration, c'est recueillir le plus d'informations d'usage possible, des vrais utilisateurs qui font des vrais trucs, si ça existe. Sinon, on ne touche à rien et on va faire ce qu'on appelle une évaluation heuristique. C'est le premier maillon d'une amélioration. C'est-à-dire qu'on va, avec tous les critères qui constituent notre expertise, se mettre à la place de l'utilisateur. Bon, là, c'était fastoche, c'était moi l'utilisateur. Donc, ça pique, mais c'est très efficace. C'est parti. Là, je vous mets juste tout ce qu'on doit regarder quand on fait une évaluation heuristique, juste pour faire mousser un peu et dire, c'est une expertise. N'est-ce pas? Alors, c'est parti. Human Talk Grenoble, talala, intéressant. Je scrolle vers le bas et je vois que, il recherche encore un talk. Voilà une opportunité de parler à des gens. Je clique. J'arrive là-dessus, lire sur le talk, proposer un talk. Paf, vous devez vous connecter à Human Talk pour continuer. Bon. Ah, c'est vrai, il y a un club fermé, je vais essayer d'y rentrer, mais il me semble que j'étais déjà rentrée une fois, donc ça va bien se passer. Je regarde qu'est-ce que je peux faire pour me connecter, des talks pour tous les développeurs, donc ça ne m'intéresse pas. Là, se connecter, je connecte. Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour continuer. C'est vrai, il y a une nuance. Je vais d'ailleurs aller voir dans se connecter ce que ça donne. Je peux soit m'enregistrer, soit me connecter. Est-ce que c'est différent de m'inscrire? Eh bien, bon, comme je pense que j'ai déjà fait partie de ce club, je vais me connecter. Je me connecte et en plus, j'ai oublié mon mot de passe. Donc, on me dit, c'est très bien, on me dit, c'est incorrect. OK, du coup, je cherche, je trouve, c'est très bien, vous avez oublié votre mot de passe. Vous avez perdu votre mot de passe?
Oui, pardon, excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Donc, je mets mon email, m'envoyer les inscriptions. Vous allez recevoir ah là, je dis merci. Là, l'expérience utilisateur remonte, on me guide, ça va bien se passer, je vais aller chercher dans mes emails, et cetera. Je ne trouve rien dans mes emails. Pourquoi? Parce que c'est parti dans mes spams. Voilà, s'il vous plaît, est-ce qu'on pouvait, faire en sorte que ça n'arrive pas dans mes spams? Et puis après, je dis: «Ouh, j'ai beaucoup de spams, je vais nettoyer un peu mes spams». Je nettoie mes spams, du coup, bim, j'ai perdu mon mail. Il était plus dans ma corbeille, plus dans mes spams, je ne l'ai plus retrouvé. Donc j'y retourne, envoyé, pas, vous allez recevoir, j'ai rien reçu. Donc je pense qu'il y a un time out. Ils doivent dire, les gens qui perdent leur mot de passe, moins d'une minute, c'est bon quoi, on les sert plus. J'ai attendu 5 minutes, j'ai refait, paf, je l'ai eu et je l'ai eu dans ma boîte de réception. Ah, du coup, je l'ai trouvé tout de suite. J'ai cliqué, j'ai modifié mon mot de passe, mais comme j'aime bien les mots de passe un peu longs, et beh, finalement, il y a eu des erreurs. Des erreurs ont eu lieu, veuillez vérifier. Des erreurs ont eu lieu. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Ou alors je regarde et ne correspond c'est quoi? Ne concorde pas avec password. Password. Ah oui, le mot de passe. Donc, ça doit vouloir dire que mes 2 mots de passe sont pas les mêmes. Donc, je refais bien attention. Pif, j'y arrive. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette question? Votre mot de passe a été édité avec succès, donc ça c'est bon. Vous êtes maintenant connecté. Génial. Moi, je veux soumettre un talk. On en est où de ma soumission de talk? Autorisez-vous HumanTalk à utiliser votre compte HumanCode? J'en sais rien. Et comme je deviens suspicieuse avec tous ces cookies et machins, non, je refuse. Et ça, c'est la question qui a fait tout basculer. Parce que depuis que j'ai répondu à cette question, j'ai réessayé de rentrer un talk et là, je suis arrivée direct dans soumettre un talk. Mais ça m'a perdu. Donc, j'ai dit je refuse. Et là, une erreur est survenue lors de la connexion. Bon, bah alors excusez-moi, hein, c'est raté, je repars en arrière, tac, et là, je retombe là-dessus. Sur vous êtes déjà connecté. Mais je voudrais soumettre un talk en fait. Donc, je vais encore faire marche arrière, on ne sait jamais. Et là, je vois, vous êtes connecté à HumanTalk, des trucs pour tous les développeurs, nanana. Donc, j'ai l'impression d'avoir progressé. Je suis dans le club, c'est parti. Mais je voudrais proposer un talk. Et là, on ne m'aide pas dans l'atteinte de mon but. Je vais donc proposer un talk. Proposer un talk. Youhou! Donc, je vais lire tout ça. Nanana, est-ce que je suis bien prête? Est-ce que je peux présenter? Je vais scroller vers le bas. Hop, comment présenter? Allez sur la page de votre ville. Et là, il y a un lien. Je clique. Tac. La meilleure scroll list que j'ai jamais vue. non, mais c'est hyper efficace. Franchement, j'adore. En plus, Grenoble, je n'ai pas besoin de scroller. Je clique. Pif, j'arrive là. HumanTalk Grenoble, prochain événement. Participer. Non, je sais qu'il y a. C'est pas la même chose entre participer et soumettre un talk. Je ne sais pas quoi faire. Je vais cliquer sur talk. Non, ça, c'est les anciens talks que si je peux, je recherchais. Je vais revenir à la marche arrière et je vais cliquer sur participer parce que peut-être que comme se connecter, il y a une petite subtilité. Et là, je reviens, non, c'est les villes et donc je retombe là-dessus. Et donc voilà. Bah, ça s'appelle une impasse, les gars. On y est. Vous voyez le trait rouge qui fait oui, et voilà. Du coup, from the top, je reviens là. Vous vous souvenez, la toute première page quand je suis arrivée, nanana, proposer un talk. Donc voilà, j'y suis, proposer un talk, je propose le truc et après, donc quand j'ai fait valider, j'arrive là-dessus. Talk, comment survivre, c'est pas mon talk, proposer un talk, je suis où en fait? Ça l'a pas pris. Ça l'a pas pris. Sauf que, petite subtilité, regardez la scroll bar, je remonte. Ah si, c'était bon, en fait, ils l'ont pris, mais je le voyais pas. Donc j'aurais pu recommencer et recommencer et soumettre 3-4 talks le même, hein, mais pour être bien sûr qu'à un moment donné, vous m'ayez entendu quoi. C'est pas qu'il faut se battre pour, faire reconnaître son métier, mais des fois. Et donc voilà, ensuite je me suis dit que le titre il était pourri, donc j'ai voulu l'éditer. Donc j'ai édité et ça s'est bien passé, le talk a été mis à jour avec succès. Puis après j'ai reçu l'invitation pour venir participer au talk et en fait le titre n'avait pas changé. Donc on peut l'éditer, mais si on édite le titre, dans l'invitation et le sommaire, ça ne sera pas changé. Donc je suis vite retournée remettre l'ancien titre pour que les gens voient que c'était bien cohérent et tout. Et toutes les notifications ensuite, je les ai reçues dans ma boîte spam. Et donc aujourd'hui, la demande de captation, en fait, je l'ai reçue hier ou je ne sais pas quand, mais c'est dans mes spams, je n'ai pas regardé. Voilà. Donc j'ai répondu aujourd'hui. Et donc j'ai essayé en me disant peut-être qu'à la place de se connecter, j'aurais dû refaire ma démarche pour rentrer dans le club avec une autre adresse mail et tout. Mais ce n'est pas plus intéressant parce qu'on a à nouveau cette question, est-ce que vous voulez connecter votre compte à ce compte? Et ça nous amène là après.
connecté, liste des sujets, et voilà. Donc mon but de, soumettre un talk, au bout d'un moment, il est complètement, perdu. J'ai tout essayé, je crois, et à un moment donné, je me suis dit: «Mais je viens d'où, en fait?» Et donc on est reparti. Donc mon analyse, c'est que je pense que c'est dommageable pour cette association parce que peut-être vous perdez des talks pour des gens qui, comme moi, savent pas trop par où prendre le truc, quoi. Pourtant, le design graphique, il y a rien à redire. Enfin, il y a plein de choses super chouettes, mais ça ne m'aide pas dans la poursuite de mon but. Vous avez bien compris. Il y a la question fatale dans un contexte, je vois bien qu'il y a des human coders, des human talks, on me demande si je veux faire des trucs, mais moi, c'est pas mon problème en fait. Débrouillez-vous. Donc, il faut vraiment faire tester, ne pas tester soi, mais faire tester. Et puis, il y a tout plein de petits quick wins dans, vous voyez la façon dont on s'adresse aux gens, les messages qu'on peut leur donner, et ça peut se résoudre avec un UX designer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Au départ, mon talk n'était pas là-dessus du tout, hein. Mais il y a un moment donné, je me suis dit: «Oh la vache! C'est pas possible!» Bien sûr, il y a toujours une bonne raison et on le fait jamais exprès, c'est ça que je veux vous dire. Bien sûr, je suppose que si vous avez fait une partie de ça, vous pouvez être dépité, en colère, dans le déni, enfin je vois tout plein de réactions, hein, face à cette démonstration, mais c'est pas grave et personne ne le fait exprès. Je veux juste dire que c'est des différences de point de vue et que si on ne se décide pas à un moment donné à aller se confronter au point de vue de la personne à qui on veut changer la vie, ça ne se passe pas magiquement, c'est pas possible. Il y a rien de magique dans l'expérience utilisateur, il faut s'y confronter. Comment on fait quand le moyen le plus direct d'atteindre l'utilisateur, c'est passer par deux intermédiaires? Il faut se battre. Et des fois, utiliser l'intermédiaire et lui montrer qu'il n'a pas la capacité à répondre à certaines questions. Donc, il faut qu'il nous ouvre la porte. Parce que personne ne peut remplacer l'utilisateur final, même son manager, même la personne qui fait de la MOA et qui savait faire il y a 5 ans ne sait plus faire, même s'il le croit. C'est délicat, on froisse des gens, mais il faut argumenter et arriver à la personne qui va se cogner votre truc, quoi. Et on ne veut pas lui faire du mal. On veut être trop fier d'avoir changé sa vie en bien. Donc, il faut aller le chercher.